Bonjour et bienvenue. C'est un atelier sur l'Est aujourd'hui et je suis content que vous êtes ici. On est nombreux et donc j'essaie de garder du temps pour vos questions, vos commentaires. J'ai des slides comme toujours, mais je ne sais pas de focaliser sur des slides parce que c'est moins intéressant. Donc Large Scale Scrum ou LESS. LESS est actuellement un mot qui est créé un peu de faire face à SAFe. Avant LESS, on avait Scaling Lean and Agile, qui était pratiqué avant, à partir de 2006. Les premiers deux livres, 2008-2010, expliquaient le modèle. Et en 2017, un troisième livre a été publié qui s'appelle LESS, Large Scale Scrum. Donc le mot LESS est assez nouveau pour la même approche qui était proposée par deux auteurs, Craig Larman et Bas Vodda. Donc les deux étaient déjà CST, Certified Scrum Trainers. Ils ont expérimenté, ils ont rencontré des projets complexes, spécialement en télécom chez Alcatel-Lucent. Les deux ont travaillé sur différents projets, Bas internellement à Alcatel-Lucent, qui est maintenant Nokia. Et Craig Larman était un consultant agile déjà à l'époque. Et ils ont constaté que Scrum peut être utilisé à l'échelle, de réussir des projets qui sont sinon en cycle en vie très long avec un délai important. Et comment faire ça? Donc, leur objectif était de rester aussi simple que possible. Et à ce jour, on reste assez simple avec LESS, avec les trois rôles que vous connaissez du Scrum, PO, Scrum Master, équipe. On a les mêmes cérémonies qu'on a en Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, Retro, affinage du backlog ou Grooming, Product Backlog Requirement et le Daily. Il y a quelques petites différences pour faire possible Agile à l'échelle sans faire des complications nécessaires, qui est d'avoir des réunions jointes ou à part. Donc, on a une sorte de pattern en LESS que vous pouvez voir dans les cérémonies. On commence ensemble, merger. Après, on diverge dans les petites sous-équipes. Et après, on merge. Et l'avantage de cette simple pattern, c'est qu'on a l'avantage d'une petite sous-groupe de 4, 5, 6 personnes. Tout le monde est entendu, tout le monde peut contribuer. Mais on a une synchronisation entre le merge au début et le merge à la fin. Donc, dans les cycles courts, cette pattern est un des secrets comment de faire agile à l'échelle. Il est assez simple. Le pire, c'est de faire agile à l'échelle avec une salle, par exemple, de 30, 40 personnes, où on veut juste faire tout le monde entendre une personne qui parle, et les restes, sinon. On n'utilise pas des cerveaux de chacun. Donc, pour moi, LESS est une approche que j'adore. J'ai utilisé avec plusieurs clients, même avant que c'était appelé LESS. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager quelques noms de clients que vous connaissez sans doute, qui ont utilisé des idées du LESS avant que LESS ait été publié. Vous connaissez Darty? Donc, quand je suis arrivé en France en 2006, chez Valtech, j'ai été envoyé chez Darty la deuxième journée de mon arrivée, de sauver un projet qui était un peu désastre, manque de confiance, etc. Et bref, on a fait une transfo LESS avec des équipes colocalisées sur 5 sites à jusqu'à 100 personnes, de créer le produit qui s'appelle Innovant. Et si vous allez à Darty aujourd'hui, vous auriez un écran devant le vendeur avec 3 parties qui est le système Innovant qui a été développé par Valtech avec du LESS. Si vous avez un mobile et vous avez 4G, c'est possible que vous utilisez le logiciel créé avec du LESS chez Alcatel-Lucent. J'ai coaché Alcatel-Lucent sur l'Agile à l'échelle pendant 3 ans et demi avec Jean-Claude Grosjean qui est à côté, dans la pièce à côté. On a développé une grande partie de Catch et LTE pour Alcatel-Lucent, avec Alcatel-Lucent, avec du LESS. Donc, il y a plusieurs exemples. Et souvent, j'ai des clients qui me demandent
Mais pourquoi l'ES n'est pas très connu en France? Il est peu connu. On n'est pas bon à la marketing, ça c'est clair. Le LES Company, qui est le propriétaire du LES, des formateurs, je suis le premier formateur LES certifiant, on ne fait pas de bon marketing. Donc désolé, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui de vous partager un peu du LES. Qu'est-ce que c'est? Déjà, donc moi, ma fille, si j'ai un backlog priorisé, elle est le plus haut sujet dans mon backlog. Je suis papa solo. Encore pour un an, elle est en terminale et après elle part à l'université. Mes coordonnées, vous auriez ces slides. Une société que j'ai créée en 2015, on a offert des services directement avec BMW, Flixbus, Mercedes, Esker, plusieurs sociétés. PayU, vous ne connaissez pas peut-être. PayU, c'est un peu comme PayPal dans les marchés émergents. Et tous ces clients, j'ai coaché, j'ai formé en LES. Et j'avais différentes expériences que je peux partager brièvement. Mais déjà, c'est quoi LES? Un exemple des clients. Et ça, c'est des marques, des sociétés qui utilisent LES fournies par le LES Company. Donc, il y a à peu près 25 formateurs certifiants LES mondial. Et tous ces clients étaient un client de l'un ou l'autre ou plusieurs coachs et formateurs LES. Certainement, comme BMW avait énormément des coachs pendant une période. J'étais parmi cette groupe de coacher le projet de la voiture autonome. Donc, on a coaché des centaines de personnes de créer une organisation avec un seul et unique produit qui est la voiture autonome. Un produit avec 150 équipes à peu près, qui ont bossé sur plusieurs sites avec des aspects hardware, des aspects logiciels. C'est quoi LES? Donc, souvent, quand des gens parlent des LES, ils parlent des frameworks ou des cadres. Et ce parti est juste cet cercle. Donc, on a le cours du LES des principes. On a 10 principes. Les règles sont similaires à Scrum avec petites adaptations pour l'échelle. Mais puis, on a des guides et des expériments. LES est beaucoup moins prescriptif que SAFe ou d'autres approches. Il y a une boîte à outils qui sont souvent des questions à vous poser dans une circonstance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec une expression, par exemple, essayez ça, évitez ça, sans vous obliger de faire une certaine approche. Par définition, LES est très adaptif à le contexte du client. Et pour moi, c'est hyper important, parce que je ne crois pas qu'il y a une seule solution miraculeuse qui marche pour tous les gens. Même si j'aime Weighted Shortest Job First, l'objectif d'optimiser un SAFe, je ne trouve pas que c'est toujours le plus pertinent. Je préfère que le PO et des parties prenantes peuvent décider quelle optimisation il veut faire dans une organisation et de s'adapter au fur et à mesure. Il y a 3 livres, comme j'ai dit, qui couvrent les sujets ici que je peux juste toucher rapidement aujourd'hui. Sur des principes, on a 10. On a certains principes qui, pour moi, sont plus importants que des autres. Mais Lean Thinking, c'est une partie du LES. Donc, LES, c'est agile et Lean. Il y a plein de contenu Lean dans l'approche qui est important, c'est important de réaliser. Ce n'est pas que l'agilité. Il est basé sur Scrum. Et je vous laisse voir les différents principes. Il y a certains distinguos et versus SAFe qui, pour moi, est important de faire parce qu'en France, on voit énormément du SAFe. Aujourd'hui, c'est la première fois que LES est présenté à Agile en Seine, par exemple. Et je suis très content d'être ici. J'ai proposé d'autres fois que ce n'était pas accepté. Peut-être j'ai fait une mauvaise proposition, ou peut-être je n'ai pas essayé suffisamment.
pourquoi less? On ne veut pas faire plus compliqué. On veut simplifier. Pour moi, le problème souvent dans les organisations qui veulent faire agile à l'échelle, c'est ils ont eu un success failure. Donc, ils ont agrandi au point que personne ne comprend ce qui se passe. Il est devenu trop complexe, trop de départements, trop de hand-off entre les différentes parties, trop de délais, trop des problèmes de qualité, des problèmes de priorisation. On va faire tous, mais on ne sait pas ce qui est le plus important. Des gens trop chargés. Donc, un avantage de là, c'est que c'est une tendance de simplifier. On peut faire un seul PO pour un produit, même grand. Chez BM, avec ses 150 équipes, on avait un PO. C'était less huge. Donc, less huge, il y a une couche en dessous le PO qui est le APO, Area Product Owner. Et donc, il avait une vingtaine des Area Product Owners qui a supporté le PO. Mais le PO était présent chaque sprint de 2 semaines, qui était en cadence pour toutes ces équipes. Donc, on avait réduit au maximum les problèmes de file d'attente, les problèmes de non-synchronisation, de non-intégration du code. Et pour moi, c'est une approche qui est courageuse et importante de vraiment traiter des problèmes racines de complexité. Donc, la simplification. Vous connaissez Antoine. Qu'est-ce qu'on peut retirer du less? Pour moi, des rôles superflus, on veut les réduire. On veut avoir juste ce qu'il faut et pas plus. On ne veut pas avoir des files d'attente nécessaires. On veut réduire des barrières entre des équipes et des clients. Un des principes du less que peut-être vous avez vu, c'est être centré sur le client. D'être centré sur le client, le mieux, c'est que le développeuse a la voix du client directement dans son oreille ou qui est assis à côté du client. Comme ça, l'empathie peut se développer, la compréhension des bonnes questions, des discours, des expérimentations. Quand on a une longue séparation en distance et en temps entre la voix du client et le développeuse, qu'est-ce qu'il arrive? Les besoins ne sont plus pertinents. S'il y a beaucoup d'étapes, il y a une perturbation d'information qui est progressivement perdue. Il y a un manque d'intérêt pour le développeur. Il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Ils ne connaissent pas le client, ils ne comprennent pas leurs problèmes. Et quand ils sont mécontents ou contents, ils ne savent pas. Donc, on propose que l'équipe ait un contact directement avec le client, régulièrement, tous les sprints, et que le PO, au lieu de préciser toutes les exigences, garde la responsabilité de prioriser, mais pas d'affiner et d'exprimer tous les besoins. Donc, on a un sorte de crowdsourcing de tous les membres de toutes les équipes qui extraient d'informations des clients et le PO qui deviendra plus senior dans le sens stratégique et priorisation. Et donc, ça demande de confiance. J'ai fait un podcast sur la confiance cet été qui n'est pas encore publié, mais j'ai hâte d'entendre le résultat. C'est une conversation avec des personnes assez douées. Mais je pense que la confiance est très importante. Et à l'échelle, avec trop de personnes, on perd de confiance. C'est quoi une autre façon de monter cette confiance? Unless on propose des équipes long terme, colocalisées ou avec travail à la distance, en contact et dans la durée ensemble. Et donc, il y a une confiance qui se développe entre l'équipe. Quand l'équipe peut parler directement avec le client peut développer une confiance pour l'équipe et pour le DSI généralement. Quand le PO délègue aux équipiers de faire une clarification directement avec le client, ça nécessite une confiance entre le PO et les équipes. Donc, il y a plein d'exemples pour moi qui donnent importance à cette considération. Pour moi, et peut-être je suis un peu révolutionnaire, mais je trouve que souvent, il y a beaucoup trop des couches de hiérarchie dans les sociétés.
Et ça aussi réduit la confiance. Pour moi, si des gens se voient souvent, ils se comprennent, ils prennent un café, ils discutent, ça améliore la confiance. Donc, je préfère qu'il y ait moins de couches. J'ai fait un transfert chez Bwin et on a passé de 7 à 3 niveaux d'hierarchie. Donc, souvent, une transformation LeSS peut perturber votre design organisationnel, peut perturber la gouvernance, peut réduire le nombre des rôles, de simplifier, mais ce n'est pas une menace aux personnes et leur emploi, c'est une réduction de complexité de l'organisation. Donc là, c'est un système de design organisationnel qui est assez simple, mais c'est important de réaliser que c'est une partie du LeSS. Donc, on veut éviter ces autres gâchis, produits qui ne livrent pas de valeur. Souvent, des organisations qui passent de développement traditionnel vers l'agile prennent des personnes existantes, des chefs de projet, et disent maintenant vous êtes des Scrum Masters. Ils prennent un mois, vous êtes maintenant un PO. Et des équipes composantes, vous êtes maintenant des équipes feature team ou vous êtes une équipe agile. Et puis, ils gardent le reste du dispositif qu'il avait avant. Des centaines, des milliers de projets sont chacun maintenant un produit. Pour moi, ce n'est pas un produit. Un produit, c'est quelque chose souhaité par un client qui paie pour ce produit, qui est quelque chose qui est pertinent, pas un petit détail, mais quelque chose qui est probablement assez complexe. Donc, de mieux modéliser ce produit, on veut un seul backlog pour ce produit, un PO qui décide, et après une délégation de responsabilité. C'est plus ou moins l'approche LeSS. Donc, Scrum, vous connaissez déjà. Il y a une petite différenciation qui est la partie 1 et 2 de Sprint Planning, avec le PO, sans le PO. On a aussi précisé un peu le pourcentage du temps pour l'affinage du backlog. La plupart des gens ne passent pas assez du temps sur l'affinage du backlog. Ils démarrent le sprint, il y a plein de questions, non-compréhension et éventuellement des gâchis parce que des gens développent des choses qui n'étaient pas souhaitées. Donc, on essaie d'avoir un affinage backlog où tous les membres de les équipes sont présents, engagés, avec cette pattern merge, diverge, merge. Chacun est activement engagé sur le développement des exigences. On a le PSPI ou produit à la fin de chaque sprint, 2 à 4 semaines, et un rétrospectif. En LeSS, on a le même modèle, mais ici, on a une réunion jointe ou commune, et la partie 2, c'est par équipe. Sur le review, on a une réunion jointe avec toutes les équipes présentes. On voit une seule et unique version de produit sur un seul environnement, idéalement, pas des PC de chacun, mais on voit un système intégré. Et après, un rétro par équipe. Chaque équipe, dans un moment privilégié, privé à l'équipe, ils discutent entre eux comment de s'améliorer. Et après, il y a une promotion des parties de rétro-équipe qui sont systémiques ou intéressantes pour les autres. Et il y a une synthèse, un rétro overall ou joint. Et ça, c'est très important parce que dans les organisations à l'échelle, la plupart des problèmes des équipes ne sont pas traitables à leur niveau. Il ne peut pas traiter le problème, c'est un problème systémique. Le plus grand le système, le plus probable le problème est hors contrôle de l'équipe. Donc, il faut absolument engager des personnes avec du pouvoir, de l'argent, influence, d'aider les équipes. Et ça, c'est la seule réunion qui est ajoutée à LeSS. Sinon, c'est les mêmes réunions que Scrum. C'est assez simple. Ça ne prend pas 3 jours comme la formation LeSS demande, parce qu'on ne passe pas énormément de temps sur le framework. Mais c'est bien que c'est simple. On voit qu'il n'y a pas un RTE, il n'y a pas un Product Owner, il n'y a pas un CPO, il n'y a pas un System Train Engineer, il n'y a pas d'autres rôles ajoutés. Le cycle est 2 à 4 semaines. Des fois, j'ai coaché des équipes qui font une semaine, un sprint. Une, c'était 8 équipes avec un rythme de toutes les semaines. Il fait un review produit.
Euh, et il n'y a pas d'autres artefacts. Donc, c'est le même artefact qu'on avait déjà en Scrum. Et si on regarde Safe, donc le nombre de files d'attente, vous pouvez compter des différentes files d'attente, mais quand vous avez beaucoup de files d'attente, comment trouver le plus important? L'item le plus important, c'est un peu, on dit en anglais, needle in a haystack. Donc, on doit chercher partout de trouver le plus important. S'il y a un backlog, c'est clair où le plus important, c'est le haut du backlog. Donc, c'est toujours mis à jour en S. Et des rôles. Donc, on commence à ajouter des rôles. Pourquoi on ne veut pas ajouter plusieurs d'autres rôles à l'S? On ne veut pas réduire l'importance de l'équipe. On souhaite que l'équipe monte en compétences et n'a pas besoin de support, mais développe sa force, sa propre capacité de résoudre des problèmes. On ne veut pas des intermédiaires entre l'équipe et le client, et on ne veut pas une hiérarchie très importante de descendants. Vous connaissez la gestion PASTEC, vous connaissez ce problème. Donc, on veut éviter ce problème. On veut de réalité, pas des versions qui sont adaptées de faire mieux l'impression des managers, etc. Parmi des principes en S, on a empiricisme. Pourquoi on a besoin de ça? Si ça, c'est tout ce qu'on sait, et c'est tout ce qu'on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas, tout ça, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, on est énormément naïf. Et le respect de cette observation est supporté en l'Est par l'idée d'expérimentation. Mieux de faire un expériment que de faire une hypothèse qui est fausse et de partir dans le mauvais sens. Donc, en effet, de favoriser l'expérimentisme. Systems thinking, la pensée systémique, est pour moi le plus important principe en LESS. Dans les formations LESS, je passe pas mal du temps sur ce sujet et j'essaie de faire apprendre des idées en LESS par l'expérience des participants eux-mêmes qui comprennent et qui ensemble fait des boucles causales d'analyse des systèmes. Donc, je peux expliquer ça en plus de détails, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques? J'ai une question concernant la gestion des adhérences. Mm-hmm. Parce qu'il y a le travail chaque équipe, il y a un travail... Comment en fait... Donc, déjà, il y a un changement de mentalité. Bas Voda, le co-auteur du LESS, a dit qu'il n'y a pas des adhérences, il n'y a que des opportunités de collaborer. Comment de collaborer? On peut dire comment de collaborer, de réduire des adhérences. Donc, des réunions jointes, c'est transparent qui fait quoi. Et juste au point de démarrage du sprint, dans le sprint planning 1, où toutes les équipes sont présentes, ils discutent entre eux comment ils peuvent traiter des adhérences fonctionnelles ou techniques. Après, des adhérences techniques sont souvent basées dans la qualité du code, qui est monolithique ou legacy, qui est difficile de changer avec des fichiers qui ont des milliers de lignes de code. Donc, souvent, il faut refactoriser la base du code avec un projet de logiciel libre interne où on peut réduire la complexité du code et de faire plus facile la gestion des adhérences techniques entre des équipes. Des aspects fonctionnels, l'occurrence souvent de sprint planning, de PBR ou affinage du backlog, des échanges réguliers dans le sprint et la vue de produits incrémentalement toutes les 2 semaines. Dans le PBR, l'affinage du backlog, on coupe énormément des exigences au point qu'il y a beaucoup moins d'adhérences fonctionnelles déjà. Donc, on essaie de réduire la cause racine des adhérences. Après, il y a une autre façon de penser qui a été présentée par Bas Voda,
il y a 2-3 ans dans une conférence qu'il a dit maximiser des adhérences. Il veut maximiser des adhérences. Pourquoi? Et donc, il veut maximiser des adhérences pour maximiser la collaboration entre des équipes, d'éviter des équipes composantes et de maximiser l'apprentissage. On utilise souvent de mobbing, mob programming, ou si vous connaissez mobbing déjà, mob programming? Bien sûr, tu connais. Mobbing, vous avez peut-être 7-8 personnes qui travaillent l'un après l'autre sur le même ordinateur avec le code projeté sur le mur. Et chacun prend 7-8 minutes de codage, après le deuxième, après le troisième. Et chaque personne de l'équipe monte en compétence sur une nouvelle partie du code rapidement qui peut réduire des adhérences sur une personne clé, par exemple. Souvent, j'ai une expression. Montre-moi un expert et je vous montre un goulot d'étranglement. Donc, on veut passer des informations que des gens ne sont pas des goulots d'étranglement. Et on fait ça avec beaucoup de collaboration. Des fois aussi, on a des équipes qui binôment pendant le sprint. On a aussi, pour transfert de compétences, plusieurs patterns. 2 sont le voyageur. Donc, une personne d'équipe A qui bosse avec équipe B pour un sprint, début à fin, et cette personne revient le sprint après dans son équipe d'origine, avec plein d'informations, pas seulement techniques et métiers, mais aussi sociales, avec des nouveaux amis, des nouvelles personnes que la personne connaisse. Et ça peut réduire la politique et augmenter la collaboration entre des équipes. Donc, le voyageur, le scout, c'est un deuxième pattern. Le scout, c'est quelqu'un qui va, il regarde ce qui se passe dans les autres équipes, de retirer, reprendre l'information pour aider son équipe. Et dans les deux sens, on a une rédaction des barrières entre des équipes. On a beaucoup de forums ouverts dans des cérémonies de rétrospectifs qui réduisent aussi des informations secrètes ou gardées. On essaie de faire ouvert, transparent. Un des principes de l'ES, c'est transparence aussi. Sur le système, d'autres questions, parce que j'ai plein de contenu, mais pas beaucoup de temps. J'ai une question rapide, c'est vous notez un seul PO pour certifier. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières par rapport au Scrum Master? Est-ce que la méthode est ouverte? Vraiment souhaite qu'on garde vraiment un Scrum Master par équipe Scrum, ou est-ce que c'est... En LESS, on dit qu'un Scrum Master, c'est pour 1 à 3 équipes. Et souvent, au début, vous avez besoin de plus du support de Scrum Master, et avec le temps, l'équipe deviendra plus indépendante. Je conseille des Scrum Masters d'essayer de devenir nécessaire pour leur équipe. Pas d'être un servant, pas d'être un maître, pas d'être le policier, mais pour le Scrum Master d'essayer de monter en compétence l'équipe au point qu'ils n'ont plus besoin pour eux. Le profil de Scrum Master en LESS est souvent quelqu'un un peu plus musclé, on peut dire plus expérimenté, avec plus de capacité politique, parce qu'à l'échelle, et s'il n'y a pas d'autre rôle, le Scrum Master doit s'occuper avec toute l'organisation autour, des fois d'autres partenaires, de coach et de management. Donc, il y a plein des missions pour un Scrum Master LESS plus importantes que si vous avez une équipe et un Scrum Master. Quand même, j'aime bien ce que MJ, Michael James, un autre formateur LESS, disent, qui est un bon Scrum Master peut s'occuper de 2 équipes. Un excellent Scrum Master peut s'occuper d'une équipe. Parce que si vous êtes bien doué en tant que Scrum Master, il y a probablement toujours des choses à faire d'aider votre équipe. Une autre question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Une autre question? Ouais. Moi, c'est par rapport au fait qu'il n'y ait qu'un seul PO. On a essayé de le mettre en place, pas mal de choses de laisser en place. OK. Mais le Scrum Master unique, le PO unique, il y a déjà tellement de charge de travail pour un PO dans une équipe Scrum classique que d'avoir un seul PO qui gère toutes les équipes. On sait ce qu'on va en faire. Oui, c'est nécessaire
que le comportement de PO change et le comportement des équipiers qui demandent souvent un accompagnement de coaching, que des équipiers deviendront très actifs dans le PBR, dans l'affinage du backlog, pour réduire le charge sur le PO, mais que le PO aussi délègue ces interactions directes entre l'équipe et les clients, qui n'est pas toujours facile psychologiquement. Si le PO se voit comme le porte-parole des clients, le seul et unique voix du client, ça ne marche pas à l'échelle. Donc, on peut ajouter des couches d'abstraction, ou on peut changer le profil au point que la personne bien sélectionnée aussi est plus stratégique, plus à l'écoute, plus facile de déléguer. Ça revient un peu avec un PM et un PO dans l'équipe. Sauf que en LESS, on n'a pas un PO par équipe. Donc, ça veut dire que l'équipe deviendra plus compétente métier qu'il était avant, d'être capable de contribuer à l'affinage du backlog et ses conversations. Dans un sens pratique, si vous avez 10 équipes Scrum et 10 PO et vous voulez passer en LESS, vous devrez sélectionner le meilleur PO et motiver des autres ex-PO d'être contributeurs sans possibilité à prioriser dans les équipes. Si des fois, on a autour de le PO, le seul et unique PO, une équipe produit qui assiste le PO avec une analyse de compétition de marché chez des éditeurs, par exemple, ou de faire des liaisons avec des partenaires, ou d'aider le PO de faire ce qui n'est pas délégable, qui est la priorisation. Merci beaucoup. J'avais une autre question sur la répartition du travail dans les équipes. Mm-hmm. Est-ce que c'est les équipes qui choisissent? Est-ce que c'est bien qu'elles se spécialisent? Parce que forcément, il va y avoir beaucoup de sujets qui vont arriver vu qu'il y a plusieurs équipes. Est-ce que c'est bien qu'elles se spécialisent dans un domaine? Et du coup, après, il n'y a que cette équipe qui va gérer ce domaine-là? Ou est-ce qu'il faudrait que tout le monde touche à quelque chose et qu'à chaque fois qu'on recommence un sprint, on essaye de changer un peu qui on donne? Donc, dans la durée, il y a une transition souvent des équipes qui sont très spécialisées vers des équipes qui sont plus polyvalentes. Dans un premier temps, il y a une cérémonie LESS que j'adore qui est Team Self-Design Event. Un événement où on réorganise toutes les personnes dans les équipes déjà construites d'avoir plusieurs talents techniques et plusieurs capacités métiers. Donc, on démarre avec une nouvelle organisation des équipes, souvent, pas toujours, des fois on reste avec des équipes existantes, mais c'est un point de réflexion d'un coach LESS. Est-ce qu'on a des équipes déjà avec suffisamment de compétences, de bonne taille, qui sont contents d'être ensemble, etc. Souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, souvent, on propose une cérémonie de design d'une nouvelle organisation avec une journée où les gens décident entre eux sur quelle équipe ils veulent être. Après ça, on fait un développement et support de chaque équipe avec un support qui s'appelle Feature Team Adoption Map. Donc, c'est une sorte de charte de futures compétences et connaissances qui est construite par chaque équipe, circulée et supportée par le management. Et après, on fait des actions de développer des compétences et des connaissances. Ça prend du temps. Mais ça développe une organisation forte et flexible. Et quand des besoins changent, les technologies changent, c'est une organisation qui peut s'adapter rapidement, beaucoup plus rapidement à ces changements, avec moins de résistance. Mais ça prend du temps. On peut dire que LESS est assez fondamental dans son approche de ce qu'il est agile, parce qu'on veut bien avoir une organisation qui s'adapte bien à l'agilité. Et des pensées de la direction aussi qui s'adaptent bien à l'agilité. Peut-être d'autres questions? Mais il y a des remarques ou des critiques de LESS. Des fois, des gens disent « mais maintenant, il faut faire tout ». Et donc, évidemment, ce n'est pas possible. Votre question était est-ce qu'il faut spécialiser dans un certain domaine? Mieux de spécialiser dans un domaine qu'une technologie. Au moins, vous êtes plus proche au client.
Et quand on voit less huge, où on a la couche APO, on a des areas, chaque area est focalisé sur un domaine. Donc éventuellement, cette approche de scaler est supportée et encouragée par less. Mais si vous pouvez rester à le niveau less en PO, en backlog, c'est souhaitable. Dès que vous ajoutez de complexité, vous avez des écarts potentiels entre des APO, de coûts de réconcilier, de s'aligner, etc. Donc, on essaie d'éviter ça aussi donc possible. Je continue s'il n'y a pas d'autres questions. D'introduire un peu d'idée de pensée systémique, mais je fais très très rapidement. Vous aurez le support après. On laisse les boucles causales pour l'analyse du système. On commence avec des variables, par exemple la vélocité et les défects. Est-ce qu'il y a une relation? Si on augmente la vélocité, c'est quoi le résultat pour les défects? Ça augmente aussi. Et après, si on a plus de défects, on aura moins de vélocité. Évidemment, on a des dettes techniques. Donc, on a une relation opposée. Et ça, c'est le symbolisme simple de causal loop diagrams ou des boucles causales. Et l'objectif dans une formation, dans un coaching, c'est que tout le monde dans une organisation comprenne et pratique la pensée systémique, qui développe le cerveau pour s'adapter et de comprendre ensemble des problèmes complexes, au point que des gens tombent en alignement plus facilement et peuvent traiter n'importe quel type de problème. Ce n'est pas forcément dans le domaine de logiciel, c'est juste une façon de penser plus intelligemment dans un groupe. Pour la résolution des conflits, on a toujours des conflits, j'adore cette technique parce qu'on prend un groupe de personnes et dès qu'ils passent au tableau blanc de s'exprimer, ou un mural de s'exprimer, c'est quoi ce qui se passe dans ce système, des gens deviendront moins défensifs, ce n'est pas leur système, c'est notre système, et ils commencent à voir autrement les problèmes qui peuvent être très lourds. Donc, le lien causal, c'est un qui résulte en l'autre. Plus de vélocité, plus de défects. Et je passe rapidement parce que j'ai un peu trop des slides ici. On arrive au point de modéliser un système beaucoup plus complexe. Ici, on regarde le phénomène que la direction non technique pense souvent que de repérer un projet qui est en retard, il faut embaucher beaucoup de gens pas chers. En Inde, par exemple, ça, on peut sauver le projet avec offshoring. Vous connaissez cette croyance. Et donc, ici, on a une flèche qui est plus épais, parce que le moins qu'on paye, le plus qu'on a des gens qui sont de mauvaises expériences, des personnes qui ne sont pas vraiment compétentes. Il y a des croyances on montre dans des nuages comme ça, pardon. Ça veut dire qu'il y a un délai. Des dynamiques systémiques qui ont des délais ou beaucoup de variables deviendra complexe à comprendre. Et donc, le conseil, c'est d'apprendre pensée systémique, pratiquer ça quand il y a des débats, discussions internes, alignés entre vous et vos collègues pour trouver une solution. Dès que vous avez compris un système, vous pouvez proposer des actions d'améliorer le comportement de le système. J'utilise souvent, par exemple, réchauffement mondial. Dans une formation, un atelier, il y a peut-être personne qui est vraiment expert dans ce domaine, mais des gens normaux arrivent de modéliser un problème infernal comme réchauffement climatique et de proposer des solutions qui sont assez innovatives. Donc, je conseille fortement l'apprentissage de cette technique. Et j'avance un peu. C'est impossible de suivre. De parler de l'adoption. Donc, comment on démarre avec une adoption less?
On a des principes, on a Getting Started, Feature Team Adoption Map, donc j'ai mentionné cet artefact rapidement. L'idée d'amélioration continue, ça ne sera pas parfait au début, il faut prendre le temps de s'améliorer petit à petit. Du coaching et vraiment conseiller, et des principes. Donc, les principes d'adoption less sont bottom-up, de le bas vers le haut, et le haut vers le bas. Au même temps, on veut accompagner la direction et les équipiers de trouver ensemble une approche, une vitesse des décisions qui sont acceptables pour tout le monde. Il ne faut pas imposer une transformation sur des équipes, et les rébellions qui arrivent en bas vers le haut, souvent, sont stoppées. Donc, vous avez eu peut-être des expériences similaires. Celui-ci, ça veut dire que d'utiliser des volontariats. Dans un premier temps, peut-être on décide, on travaille avec 8 équipes ou 6 équipes dans un premier temps. Qui veut assister à cette transfer less et qui ne veut pas? Essayez d'optimiser l'inclusion des gens motivés qui ont envie. Donc on laisse, on ne veut pas plus, on veut moins, on veut réduire. C'est peut-être, vous avez compris le message principal, on veut simplifier l'organisation. Le site web, il y a plein d'informations, Less-Work, si vous ne connaissez pas déjà, vous pouvez trouver énormément. Sur des cas d'études, il y a une vingtaine de cas d'études qui sont intéressants. Merci.